Bonjour. Je reviens à Bordeaux sur l'appellation Pessac-Léognan. Il y a peu de temps, je vous ai proposé Smith-Olafite en 2014 et aujourd'hui, ce sera Pape Clément. On est donc dans le gratin de la région avec des cours d'ailleurs assez équivalents. Il s'agit toujours du millésime 2014. Le château Pape Clément appartient à Bernard Magrez, je devrais dire l'empire Bernard Magrez, qui possède énormément de vignobles, à la fois en France et à l'étranger. Cette propriété représente une cinquantaine d'hectares, avant tout en rouge, et il y a 7 hectares de blanc. Je vous ai déjà précisé que dans ces grands Pessac-Léognan, la proportion de blanc sec est faible, à la seule exception de Carbonieux, qui je crois a une trentaine d'hectares en cépage blanc. La caractéristique de Pape Clément, eh bien, c'est d'être un château en situation quasi urbaine. L'exemple le plus célèbre étant bien sûr, pas très loin, Aubryon et son voisin La Mission. Cette situation en milieu urbain a pu être un atout autrefois, disons dans les années froides et humides, années 60-70, permettait d'amortir les gelées hivernales et puis d'avoir un peu moins froid, notamment en été ou à l'automne. Ça d'ailleurs, ça nous a permis en 1968, un millésime en lui-même absolument désastreux, à Aubryon de produire un rouge assez étonnant dans le contexte. Mais ce qui était un avantage à l'époque, aujourd'hui pourrait bien être un inconvénient avec ces canicules qui vont devenir systématiques l'été, car évidemment les villes sont pénalisées et puis les températures nocturnes baissent beaucoup moins que en campagne naturellement. En plus, au niveau des vendanges, le raisin risque d'être ramassé trop chaud, même en vendangeant quasiment de nuit, ce qui est quand même un gros problème, notamment pour les cépages blancs. Il est vrai que ces châteaux ont beaucoup de moyens financiers et peuvent notamment réfrigérer les raisins avant le pressoir. Le domaine donc est en majorité de Cabernet Sauvignon, un peu plus de 50. Ensuite, on a une quarantaine de Merlot et le reste un Cabernet Franc. Je vous rappelle qu'en matière de cépage et de sol, il y a une certaine continuité entre le nord, c'est-à-dire le Médoc, et le sud de Bordeaux, à Pessac-Léognan. Nous allons donc goûter ce Pape Clément, qui doit être assez proche de son apogée, mais peut-être pas d'ailleurs tout à fait. On va voir ça. La robe est tuilée, légèrement trouble. Vraiment intense sur le cassis, la mûre. Des notes boisées fines. Ce sont déjà un vin d'une belle concentration. Des notes boisées très fines qui ne donnent pas dans des notes qu'on trouve un peu de chêne des fois, qui sont un peu envahissantes. Là on pense vraiment à la mûre. Et les notes de réglisse sont vraiment subtiles. J'ai le nez. Très fin. Les tanins se développent en douceur sur le palais. Les arômes sont très persistants. C'est un beau vin, tout en finesse. Par rapport à Smith-Olafite, ils se tiennent un peu. Peut-être celui-là est encore un peu plus fin, mais sans forcément être plus corsé. L'apogée, on en est au tout début. Je pense que là, ça va se développer dans l'année qui vient. Ce qui est d'ailleurs assez cohérent, ça fera, disons, dans un an, ça fera 10 ans. Et pour un bon millésime sans être un grand, comme 2014, et sur un terroir
comme Pape Clément, c'est tout à fait ça, il faut compter une dizaine d'années. Alors, je voudrais vous parler aussi d'une affaire qui a secoué un peu Bordeaux il y a quelque temps déjà. C'est l'histoire du B de Maucaillou. Cette histoire est quand même assez emblématique de ce qui se passe à Bordeaux, où le succès commercial des grands crus leur fait un peu tourner la tête. Je vous ai déjà parlé assez souvent des seconds vins, et qui sont, à mon sens, pas très passionnants. Et où ils charcutent un petit peu de temps en temps, on se demande exactement si les raisins viennent du terroir historique ou pas. Mais tout ceci est légal. Et puis, depuis 10-15 ans au moins, la grande folie, c'est de faire des blancs secs dans des terroirs qui étaient consacrés au rouge depuis bien longtemps. La liste est longue aujourd'hui. Vous avez le Caillou de Talbot, les ailes d'argent de Mouton Rothschild, la Rome de Lagrange, etc. Et donc, il y a un château sur la commune de Moulis qui s'appelle Château Maucaillou, qui est un cru bourgeois. Et il leur a pris l'idée de faire un blanc sec. Alors vous me direz jusqu'ici, oui, bon, d'accord. Mais ils n'ont pas de vigne blanche et ils n'en avaient pas trop l'intention d'en planter, peut-être pour différentes raisons. Peut-être que le terroir s'y prêtait pas tant que ça, ou que ça empiétait trop sur les vignes rouges. Alors ils ont eu l'idée d'acheter des vignes, du raisin blanc, beaucoup plus au sud, sur la rive droite, en appellation Bordeaux. Mais pour acheter du raisin, on bascule en statut de négociant. Donc ils ont créé une filiale, avec le Maucaillou d'ailleurs, pour pouvoir acheter ce raisin et produire un blanc sec. L'ennuyeux, si vous voulez, c'est qu'en appelant ça B de Maucaillou, c'était assez ambigu pour le consommateur, savoir, disons qu'on a tendance à faire croire que le raisin venait de la propriété, donc du coup un certain prestige qui pouvait justifier un certain prix, alors qu'en réalité c'était donc des raisins d'un terroir très secondaire, beaucoup plus au sud. Donc un certain nombre de gens dans la profession, ça n'a pas plu du tout, et ils ont été attaqués en justice. Et finalement, ils ont été condamnés, pas très sévèrement, mais condamnés quand même. En fait, cette histoire-là, elle est intéressante parce que quand on lit le jugement lui-même, eh bien, disons que les juges ont pris une position qui est quand même assez intéressante. Ils se sont mis, si on peut dire, dans la peau du consommateur moyen qui a quelques notions sur les vins de Bordeaux, sur les crus bourgeois, etc. Et ils ont considéré, à juste titre, à mon avis, que c'était quand même une tromperie et de faire croire que le raisin pouvait venir de Maucaillou alors qu'il venait d'ailleurs. Leur erreur finalement, c'est peut-être de l'avoir appelé comme ça B de Maucaillou. D'autres propriétaires ont été beaucoup plus astucieux d'ailleurs. Alors je prendrai un autre exemple, c'est Château La Lagune, qui, donc au Médoc, rue classée sur la commune de Ludon, au sud. Ils ont donc un deuxième vin, le Moulin de la Lagune, ça c'est assez classique. Il y a un vin qui n'est pas un troisième vin, qui s'appelle Mademoiselle L, et qui provient de vignes sur la commune de Cussac, en Haut-Médoc. Mais si vous voulez, le mot la Lagune n'apparaît pas, et d'autre part, ces vignes sur Cussac leur appartiennent. Par conséquent, il n'y a absolument rien à contester. Mais si vous voulez, c'est toujours ce côté un peu borderline à Bordeaux qui est assez agaçant. Ce qui explique d'ailleurs qu'il y a un certain nombre d'années, ils n'ont plus le droit d'utiliser le mot château pour leur second vin, ce qui est tout à fait pertinent. Donc, ça me rappelle aussi en fait ce que je vous ai dit un peu sur les viticulteurs bourguignons qui ont le droit, dans une certaine proportion, de faire des achats de raisins et sans que leur étiquette le précise réellement. Je pense qu'à l'avenir, il faudra que les textes réglementaires précisent tout ça pour que le consommateur, disons, sache exactement ce qu'il achète. Voilà, à bientôt.